La REF numérique se poursuit, merci d'être avec nous. Et pour terminer en fait cette journée, pour cette dernière table ronde, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle, un aspect de la transformation numérique qui est de plus en plus présent dans les entreprises. L'IA, mais sous l'aspect humain. L'intelligence artificielle apparaît en effet comme l'un des principaux enjeux de la prochaine décennie dans tous les secteurs. Alors, au-delà des formules, au-delà des raccourcis parfois, comment les entreprises peuvent-elles réellement en tirer parti et quel impact sur le travail? Que restera-t-il à l'homme si c'est la machine qui fait tout le job demain? Comment accompagner cette transformation? Surtout, c'est de cela que nous allons parler maintenant. On va en parler avec nos invités que je vous présente tout de suite. Nicolas Amar, adjoint au chef de mission IA, coordinateur national de la mission IA. Nicolas Blanc, également délégué national CFE-CGC au numérique. Bruno Lucas, directeur général de la formation professionnelle au ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Et Marie-Christine Ogli, présidente de la commission éducation, formation et compétences du MEDEF. Madame, messieurs, êtes-vous là? Oui, vous êtes là, c'est formidable. Bonjour à tous, je suis ravi de vous saluer. On va donc, je l'ai dit, s'intéresser maintenant à l'impact humain de l'intelligence artificielle. Alors, on va parler peut-être tout d'abord de, concrètement, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Comment ça se passe, en quoi ça consiste. Et je vais donner la parole tout d'abord à Nicolas Amar. Nicolas Amar, l'État a présenté en 2018 une ambitieuse stratégie IA. Qu'est-ce qu'on attend concrètement de l'intelligence artificielle en entreprise et quel sera l'impact sur l'économie? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Oui, tout à fait. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. On attend beaucoup de l'intelligence artificielle en termes économiques, en termes d'emploi. Il faut savoir que l'intelligence artificielle a fait des progrès spectaculaires ces dernières années avec ce qu'on appelle l'apprentissage machine et le deep learning. Et donc, les technologies IA, qui sont l'ensemble des technologies informatiques qui permettent de reproduire de manière informatique des tâches cognitives, c'est-à-dire réalisées par l'esprit humain, a énormément progressé. Ça couvre tout un panel et une famille de technologies qui va de la reconnaissance de l'image, c'est-à-dire la vision par ordinateur, le traitement automatique de la parole, les IA symboliques, c'est-à-dire les IA qui marchent avec des règles et qui permettent, par exemple, dans un chatbot, de converser avec un client. Et vous avez également les IA probabilistes, c'est tout ce qu'on appelle l'apprentissage profond et qui permet juste avec des probabilités et des coefficients de traduire des décisions et une analyse du réel. Donc beaucoup d'applications de ces familles de technologies, pour ne citer que les plus connues, hein, l'aide à la décision médicale, au diagnostic dans le domaine de la santé, vous avez également le véhicule autonome en matière de mobilité par exemple. Et donc toutes ces technologies en fait présentent les caractéristiques d'une nouvelle révolution industrielle. Tout d'abord, c'est une technologie diffusante qui touche à peu près l'ensemble des secteurs. Deuxièmement, ces technologies touchent les modes de production et d'organisation du travail. Et donc, on a là sans doute le dernier avatar de toute l'automatisation que connaît le monde capitaliste depuis 2 siècles, avec un premier âge de la machine, hein, pour suivre le célèbre auteur américain Eric Bridge Johnson, un premier âge de la machine qui consistait à automatiser les tâches techniques. C'est la machine à vapeur, c'est l'électricité. Et puis désormais, un second âge de la machine qui est né avec l'ordinateur personnel dans les années 80 qui consiste à automatiser les tâches cognitives. Donc ça a beaucoup d'applications économiques, c'est un certain nombre d'opportunités. Tout d'abord, gain de productivité, l'optimisation des flux, l'optimisation des processus, avec la crainte éventuelle de perte d'emploi qui serait associée, des nouveaux marchés, des nouveaux produits, tous ces produits de l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé par exemple des chatbots ou des véhicules autonomes. Et donc pour le travail, la clé c'est de savoir si on est dans une transformation dans la continuité de cette évolution ou dans une transformation plus brutale. Et donc fort de ces constats, l'État a lancé en 2018 une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle qui est dotée de 1,5 milliard d'euros et qui vise à, premièrement, à cibler 4 secteurs prioritaires.
de développement de l'intelligence artificielle dans notre pays, à savoir la santé, la mobilité, l'environnement et la sécurité, et puis à engager des progrès et des investissements sur trois axes d'effort, pardon. Premièrement, l'attraction et la rétention des talents en France. Vous savez qu'il y a une compétition internationale sur la recherche en intelligence artificielle. Et donc, l'objectif là est de former davantage de PhD, de leur mettre à disposition des capacités de calcul qui rendent du coup la recherche publique plus attractive qu'elle n'a pu l'être par le passé. Deuxièmement, une politique assez ambitieuse d'ouverture de la donnée pour accélérer la diffusion de l'IA et des données dans l'économie. Donc là, on est vraiment dans le soutien à l'innovation, à la transformation de l'action publique et à l'émergence de champions, si possible, en IA dans les années qui viennent. Et puis enfin, la structuration et le renforcement d'un modèle éthique de l'IA qu'on appelle l'IA de confiance et sur lequel on pourra venir plus tard s'il y a des questions, mais qui vise à offrir un modèle européen et une troisième voie entre États-Unis et Chine en matière d'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est au-delà du travail et c'est l'objectif de l'État pour les années futures. Très bien, vaste programme, comme dirait l'autre. Maintenant, il reste donc à l'implémenter concrètement et puis à en mesurer et essayer d'en évaluer, peut-être d'accompagner les effets, puisqu'on a bien compris que même si l'intelligence artificielle, ça n'a rien à voir avec les films de Hollywood, c'est malgré tout une transformation de fond qui va occasionner un certain nombre de bouleversements au sein de nombreuses structures, notamment les entreprises. Alors, il faut on le comprend, accompagner ce mouvement, faire en sorte qu'il se passe bien. Bruno Lucas, vous pouvez nous parler un petit peu peut-être de la manière dont l'État aborde cette question de la transformation numérique dans le cadre de la stratégie IA. Comment ça se passe ? Je dirais que pour l'État, l'enjeu, c'est de réussir à passer d'une question qui serait pourquoi l'IA à une question plus opérationnelle, plus tournée vers l'action, qui serait comment l'IA. Mais pour réussir à faire ce mouvement, il faut pouvoir prendre au sérieux cette question que se posent de nombreux acteurs, salariés, entreprises, notamment petites entreprises dans un certain nombre de secteurs, et prendre au sérieux les questionnements, les interrogations, les inquiétudes qu'il peut y avoir derrière cette question de pourquoi l'IA. Inquiétude autour des impacts sur l'emploi, des impacts sur les compétences, inquiétude aussi de petites entreprises, de moyennes entreprises qui perçoivent peut-être ce mouvement comme une nouvelle contrainte, associée peut-être à des coûts, plus que comme une opportunité. Et donc, la nécessité de réussir à transformer ce mouvement qui peut paraître un mouvement externe en opportunité par la démonstration. Et pour réussir à donc dépasser cette question un peu générale, il faut réussir à peut-être avoir un grain plus fin, à descendre plus au détail, à mieux partager ce que sont les développements technologiques réels qu'emporte le mouvement de l'intelligence artificielle, à mieux partager ce que sont les usages et donc les valeurs ajoutées pour pouvoir progressivement faire passer l'ensemble des acteurs dans une dynamique d'action. Et donc, pour réussir ce mouvement, il y a un énorme effort de partage, d'accompagnement, de démystification, de sensibilisation à tous les niveaux d'acteurs, de branches, d'entreprises et bien sûr au niveau territorial pour réussir à partager et à finalement embarquer l'ensemble des acteurs de l'économie. Cela suppose bien sûr de prendre en compte le point sur lequel nous sommes dans la trajectoire, prendre en compte le fait qu'un certain nombre de secteurs ont une plus grande maturité sur le sujet. Je pense évidemment à l'industrie, au commerce, avec le commerce en ligne. Je pense aux banques et aux assurances. Et donc, ces zones entières de l'économie où finalement l'usage de la donnée comme finalement un moteur de transformation des services, des produits a été développé, sont autant d'éléments, d'exemples sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer pour réussir à embarquer, à partager, à démystifier. Et dans ce cadre, le ministère du Travail, et en particulier la DGEFP, son principal enjeu, c'est de se mobiliser sur la dimension RH. Nicolas Amar parlait tout à l'heure de la question du développement et de l'attraction des talents. Et c'est pourquoi nous sommes positionnés dans le partenariat avec la coalition numérique, avec le MEDEF, sur l'axe développer les talents de l'IA et anticiper l'impact de l'IA sur les emplois et les compétences. Parce que sur ce sujet, comme sur les autres dimensions de ce vaste projet, il y a un très fort effort d'accompagnement à réaliser.
Avant d'aller plus loin dans le comment, est-ce que peut-être on peut être un petit peu plus précis sur le quoi et le pourquoi? Finalement, vous avez parlé d'opportunités. Ça pourrait être quoi, ces opportunités, notamment pour les petites entreprises? Pour les petites entreprises, je pense que la question de la transformation de l'emploi et des compétences, de la manière dont demain les salariés peuvent mobiliser des outils nouveaux et finalement dans un travail finalement partagé avec ces outils nouveaux, ces outils d'intelligence artificielle, réussir à mieux produire, à mieux accompagner la production, à rendre de meilleurs services. Je pense que pour les petites entreprises, il y a tout un développement en efficience, en efficacité, mais aussi en production, mais qui passe par une trajectoire en termes de compétences, en termes de prise en compte de manière assez fine de ce que ça veut dire en termes d'organisation du travail, en termes d'acquisition des compétences, qui suppose une trajectoire assez importante. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la conversation, mais un des enjeux de l'EDEC, donc engagement de développement de l'emploi et des compétences que nous avons contractualisé avec le MEDEF et avec la coalition du numérique, il vise précisément sur des sujets très concrets en ce qui concerne par exemple l'optimisation des stocks dans une entreprise de maintenance d'appareils de chauffage ou de refroidissement, dans des problématiques de tri et de sélection des œufs dans une usine à Châtellerault, donc sur des situations très concrètes, de montrer que l'utilisation de l'IA en partenariat avec les humains, avec les compétences de ces humains, c'est un moyen sur des processus finalement assez classiques de production et de services dans l'industrie et dans les services, d'obtenir de meilleurs résultats. Oui, les decks IA, on va en parler en effet un peu plus en détail dans un instant. Marie-Christine Ogli, alors je rappelle que vous êtes présidente de la commission éducation, formation et compétences du MEDEF. Il y a une étude qu'on ressort souvent quand on parle d'intelligence artificielle dans les entreprises. C'est la fameuse étude Oxford de 2013 qui disait que 40% des emplois allaient être détruits. Bon, cette étude a été pas mal contredite, mais malgré tout, il y a encore des discours alarmistes autour de l'IA. Est-ce qu'il faut les prendre au sérieux? Marie-Christine Ogli, vous m'entendez? Ah, alors on a un petit problème technique, on n'en a pas eu beaucoup. En fait, je crois que notre intervenante qui semblait très concentrée est en réalité déconnectée. C'est pas grave, on va se reconnecter dans un instant. Et je vais vous poser finalement la même question à vous maintenant, Nicolas Blanc. Nicolas Blanc, délégué national CFE-CGC. Faut-il s'inquiéter face au discours alarmiste concernant l'intelligence artificielle selon vous ? Écoutez, bonjour. Déjà, dans un premier temps, merci de nous avoir invités en tant qu'organisation syndicale, donc la CFE-CGC, le syndicat de l'encadrement. On réfléchit donc déjà depuis un moment sur les impacts de l'intelligence artificielle sur l'emploi, c'est-à-dire pour mieux les anticiper en fait, pour mieux les appréhender. Donc, je pense que la démarche proactive, déjà, c'est un premier levier justement pour pouvoir anticiper et démystifier. Vous en parliez tout à l'heure, c'est-à-dire il y a tout ce point de démystification qui est vraiment importante. Après, nous, en fait, dans la démarche, c'est-à-dire, si vous voulez, il y a une première approche qui va un peu te faire peur. Après, il faut objectiver, c'est-à-dire que nous, ce qu'on essaie de faire au niveau des entreprises, c'est de regarder les impacts qu'il va y avoir au niveau des emplois, au niveau des métiers, c'est-à-dire aussi au niveau des branches professionnelles. Je pense qu'il faut qu'on ait des approches qui soient vraiment globales. Et après, il faut regarder les métiers un à un et les postes, faire évoluer ces fiches métiers, ces fiches de poste en corrélation avec une agilité. Aujourd'hui, il faut une agilité, c'est-à-dire que ces fiches métiers, on ne peut pas faire comme on faisait avant, c'est-à-dire avoir des fiches métiers ou des fiches de poste qui finalement restent sur le placard pendant des années. Il faut aujourd'hui les objectiver en fonction de l'automatisation des process, parce que c'est vraiment l'automatisation des process, pour moi, c'est un premier levier. Donc voilà, je pense qu'il faut objectiver tout ça, et pour regarder, démystifier, pour essayer d'avoir une approche qui soit vraiment objective de la situation, et regarder, mesurer par métier. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a une étude qui a été faite par le cabinet Atling il y a 2 ans sur le métier du radiologue. Par exemple, le radiologue, je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait l'alerte, attention, il n'y aura plus de radiologue dans 2 ans, la machine va se substituer au métier de radiologue. En fait, si on regarde si on met un peu plus de granularité dans le métier de radiologue, on s'aperçoit que l'interprétation ne correspond qu'à 20% de son activité d'imagerie médicale. Le reste, c'est de la patientèle, c'est du contact, etc. Et ça ne peut pas se substituer. Donc cette méthodologie-là, il faut l'appliquer vraiment à tous les types de métiers pour pouvoir justement avoir un regard objectif
sur la transformation et pouvoir l'appréhender. Il y a des métiers qui sont fortement impactés, je pense au métier de comptable aujourd'hui, qui a une automatisation qui peut être très forte. Donc les anticiper pour pouvoir justement affronter ces mutations et pour pouvoir les anticiper au mieux. Très bien, merci. Justement sur cette menace, est-ce que l'IA va remplacer, supprimer des emplois, remplacer des professionnels, etc. Nicolas Amar, vous pouvez nous éclairer un peu ? Oui, je pense que les discours alarmistes, en fait, sont vraiment à prendre avec prudence. Premièrement, il y aura toujours besoin de médecins, d'infirmières, d'avocats. En fait, tous ces métiers-là ne vont pas disparaître. Peut-être qu'ils vont se transformer pour une partie, mais croire à une substitution à 100% des emplois par l'IA, aujourd'hui, c'est même pas un rêve pieux quand on sait que l'IA n'est pas douée d'une véritable autonomie. Hein. Elle n'est pas capable de résoudre par elle-même des problèmes complexes de sortes différentes et d'interagir dans un environnement social. Ça, ce serait ce qu'on appellerait l'intelligence artificielle générale et qui aujourd'hui n'existe pas. Donc, je pense qu'on peut écarter ce risque. Et puis, pour revenir sur les études que vous avez citées, faut savoir que, tout d'abord, elles essayent d'évaluer l'impact de l'IA simplement en termes de destruction d'emplois. Toutes les créations d'emplois ne sont pas estimées par ces études. Pour prendre l'exemple du secteur du transport, si le véhicule autonome arrivait un jour à une mise sur le marché à grande échelle, on sait d'ores et déjà qu'éventuellement les emplois de chauffeurs à longue distance seraient menacés. Mais c'est sans compter l'émergence de nouveaux emplois. Par exemple, l'emploi de chauffeurs de proximité qui viendraient chercher le camion à un nœud d'autoroute pour le conduire jusqu'à l'entrepôt ou jusqu'au point de livraison. Par ailleurs, vous avez des superviseurs de flotte qui sera un métier en émergence. Et si on regarde toute la chaîne de valeur du garagiste, en vérité, on voit qu'il y a des emplois spécialisés de garagistes spécialisés dans les systèmes d'IA embarqués pour les véhicules qui pourraient émerger. Donc, vous voyez qu'on est là pour l'instant quand même de l'ordre du fantasme. Et enfin, pour finir sur ces études, les méthodologies employées sont très discutables. L'étude d'Oxford, comme vous l'avez indiqué, estimait qu'il y aurait 40% de destruction d'emplois, mais elle se base sur une estimation de l'intensité d'automatisation des emplois qui est une mesure pas très précise. Et lorsqu'on descend à un niveau de granularité plus fin, c'est ce qu'a fait par exemple l'OCDE dernièrement sur les tâches qui sont automatisables, non pas regarder métier par métier, mais tâche par tâche, on s'aperçoit qu'il n'y aurait que 9% des emplois qui sont menacés. Donc vous voyez que les discours alarmistes sont sans doute à prendre avec beaucoup de prudence. Il y a des nouveaux métiers qui vont émerger, il y a des métiers qui vont se transformer, il y a aussi des métiers pluridisciplinaires qui vont apparaître, tous les métiers du consulting, par exemple, dans l'industrie, qui devront venir déployer des briques d'intelligence artificielle dans tel ou tel processus. Et donc, en fait, la fin de partie n'est pas écrite, loin de là, et ça va dépendre de notre réponse collective, notamment en termes d'investissement dans le capital humain qu'on souhaitera donner à ces défis. Oui, c'est-à-dire que l'IA supprime des tâches, mais ne supprime pas d'emplois autant que ça et autant qu'on a pu le craindre au début. Alors, cette destruction, et puis avec les nouveaux emplois, donc cette destruction créatrice, notion très schumpeterienne qui revient régulièrement quand on parle d'intelligence artificielle, il faut malgré tout l'accompagner, parce que les gens qui occupent certains emplois aujourd'hui et qui effectuent certaines tâches, pourront-ils être formés ? Faudra-t-il former de nouveaux profils ? Comment va se passer cette transition ? Bruno Lucas, vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus ? Alors, je crois que le diagnostic qui vient d'être partagé et qui montre que le vrai enjeu, c'est moins celui d'un effet quantitatif sur les emplois que sur une transformation profonde des portefeuilles de compétences associés à ces emplois. Il doit nous conduire à nous concentrer sur le véritable risque qui est de ne pas être capable de définir de manière fine les compétences qui sont nécessaires pour ces emplois de demain et de manière probablement assez glissante, parce qu'on parle d'évolutions qui se produisent dans la durée, dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences. Et donc, ça suppose que l'ensemble des acteurs soient en capacité d'avoir une lecture claire et partagée du diagnostic sur les compétences dont on a besoin, avec deux axes d'action derrière.
anticiper les besoins en recrutement, donc l'apport de compétences dans les entreprises, mais aussi accompagner les salariés qui sont dans les entreprises pour qu'ils soient en capacité finalement d'avoir une trajectoire professionnelle sécurisée et contributrice aux besoins des entreprises. Donc ça suppose d'identifier les métiers qui seront fortement impactés et puis d'identifier les compétences clés dont nous aurons besoin pour ensuite construire les actions très concrètes qui doivent en plus se décliner territorialement. Évidemment, tout ça n'est pas mécanique, hein, ce type de rapprochement, on n'est pas dans l'adéquationnisme, c'est bien un travail dans la durée qui se fait sur les territoires et qui suppose d'avoir un diagnostic partagé et ensuite d'être capable de conduire les actions nécessaires. C'est un peu le sens des deux EDEC qui ont été conclus par l'État, le ministère du Travail, la DGEFP, avec le MEDEF et la coalition numérique, l'un à titre expérimental dans les Hauts-de-France et l'autre aujourd'hui au plan national, qui ont finalement deux grands volets, si on le dit simplement. Un premier volet qui est d'identifier les impacts de manière assez concrète et précise, et puis un deuxième volet qui est de partager, d'accompagner et de se doter de cas d'usage, de cas très concrets sur lesquels s'appuyer à la fois pour mieux identifier les questions qui se présentent aux entreprises quand elles doivent intégrer ces nouvelles technologies en termes d'organisation du travail, en termes de compétences, en termes de RH, mais aussi là aussi s'appuyer sur ces cas concrets d'entreprises qui deviennent autant d'ambassadeurs sur lesquels on peut s'appuyer pour finalement, par cercle concentrique, s'adresser au reste des entreprises. Donc voilà, je pense qu'il y a un diagnostic qui, je crois, est assez bien posé aujourd'hui, même si on n'en connaît pas tous les détails, et qu'on est un peu dans un art d'exécution. L'enjeu, ça va être d'être capable de mettre en œuvre les mouvements nécessaires pour garantir que les entreprises, les salariés puissent s'inscrire de manière sereine dans ce mouvement. Alors, je crois que Marie-Christine Ogli est de retour avec nous. Vous êtes là, Madame Ogli ? Oui, je suis là. Vous êtes là. Alors, il faudrait qu'on vous entende. Est-ce qu'on vous entend bien ? Alors là, on vous voit, mais on ne vous entend pas. On ne vous entend pas encore. Est-ce qu'il y a un problème de micro de votre côté ? Non ? Ou d'une autre ? Ah, bah écoutez, c'est la magie de la REFNUM en digital. Hein. Parce qu'on aurait bien aimé quand même vous entendre. On entend Madame Ogli de très loin, donc on l'entend un petit peu malgré tout. Est-ce que vous avez un micro ? C'est un micro externe ? C'est l'ordinateur ? Est-ce que vous pouvez vous approcher de votre micro ? Ah non. Non. Bah écoutez, alors on va essayer on va remettre tous nos spécialistes sur la question. On va essayer de rebrancher tout ça pour pouvoir vous donner la parole. Je vais me tourner maintenant vers Nicolas Blanc. Donc, dans le cadre de cette transformation, de cette mutation qu'on évoquait, comment est-ce que vous voyez les choses de votre côté ? Est-ce que vous avez déjà anticipé ce que ça pourrait avoir comme implication, notamment en termes de management, etc. On parle souvent des tâches très concrètes qui pourront être effectuées demain par des robots ou par des intelligences artificielles, mais finalement, on sait que certaines tâches liées au management vont être également impactées. Et puis alors, il y a des sondages incroyables qui circulent disant que la majorité des salariés préféreraient être dirigés par une intelligence artificielle plutôt que par un être humain. Est-ce que ça vous inquiète, ça ? Bah écoutez, je vais pas commenter ça dans un premier temps, mais pour est-ce que ça m'inquiète un petit peu quand même ? Je me dis, est-ce qu'il ne faut pas vraiment réfléchir ? Enfin voilà, il y a quand même, ça pose quand même une vraie question de fond, ça c'est clair, mais plus de société, je trouve. Après, le risque sur l'emploi et pour les managers, etc., dans un premier temps, le premier risque qu'on voit, c'est le risque de polarisation des emplois. C'est-à-dire, il y a un vrai risque de polarisation des emplois, c'est-à-dire entre ceux qui auront la maîtrise de l'intelligence artificielle et des données. Donc, c'est vraiment le premier risque qu'on voit, c'est d'avoir justement cette polarisation d'emploi entre ceux qui domineront ces technologies et ceux qui resteront à la marge. Donc, pour les managers, si vous voulez, toute la logique, c'est de faire, entre guillemets, le manager augmenté, c'est-à-dire de lui permettre d'acquérir toute cette acculturation, cette culture, d'être le leader de son équipe, etc., de pouvoir maîtriser l'intelligence artificielle, être le coordinateur au niveau de ses équipes pour pouvoir diffuser, entre guillemets, la bonne parole
Et aussi, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est garder la maîtrise métier, c'est-à-dire cette maîtrise du métier, c'est vraiment fondamental. Donc, la qualification des données se fera toujours par les professionnels. Voilà. Donc, moi, je crois beaucoup à l'hybridation des métiers, hein. Je pense que ces métiers-là, petit à petit, vont être augmentés. Et le poste de manager qui a déjà subi, si on regarde aujourd'hui le poste de manager, pour parler plus concrètement, je pense aux managers de proximité qui ont déjà subi, entre guillemets, le management collaboratif, avec le fait qu'aujourd'hui, une mise à plat de la hiérarchie, etc., des initiatives d'holacratie, enfin des choses comme ça, qui font que finalement, les managers de proximité se retrouvent un petit peu perdus. Donc, l'intelligence artificielle, moi, je le vois plutôt comme un levier pour justement les managers pour se repositionner, si vous voulez, dans le centre du débat et pouvoir acquérir cette fameuse culture, tout en complément. Enfin, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills qui permettent de se dégager grâce à l'intelligence artificielle justement sur les parties un peu moins nobles du métier et pouvoir être le leader de son équipe. Donc voilà, je pense que c'est comme ça, c'est vraiment cette vision-là que j'ai aujourd'hui des choses, c'est plutôt l'emploi augmenté et éviter cette polarisation des emplois qui peut être concrètement très destructeur. On parlait tout à l'heure, donc il n'y a pas de déterminisme sur l'intelligence artificielle, hein. La technologie, c'est nous qui en faisons ce que nous en voulons, c'est-à-dire de façon collective, à nous de faire atterrir. Donc on a vu, aujourd'hui, il y a une vraie stratégie nationale. Cette stratégie nationale, elle est en adéquation de ce qui est fait dans les entreprises. Je pense aussi, je pense qu'il y a tout un travail de mutualisation au niveau de la recherche, on en parlera peut-être tout à l'heure, ça c'est très intéressant aussi. Mais voilà, en tout cas, il faut éviter cette polarisation, il faut donner les moyens aux salariés aujourd'hui de pouvoir acquérir ces nouvelles compétences de l'intelligence artificielle et pouvoir être aussi acteurs justement de l'intelligence artificielle au travers des équipes pluridisciplinaires, par exemple dans les équipes IA, où justement le maître de la donnée reste la fonction métier, quoi. Oui, l'IA comme outil et non pas l'IA comme substitut au personnel. Alors, je crois que malheureusement, nous n'avons toujours pas une connexion correcte avec Madame Ogli. Pourtant, il faut vraiment qu'on parle de cet EDEC, IA qui a donc été signé entre le ministère du Travail et de l'Emploi, la coalition e-Skills and Jobs et le MEDEF. Bruno Lucas, vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus en détail. D'abord, qu'est-ce qu'un EDEC? Et puis, quel est l'objectif qu'allez-vous y mettre dedans, en fait? Ah, il faudrait rallumer votre micro, je crois qu'il est coupé. Pardon, voilà. Voilà, on vous entend. Toujours... Donc, je pense que un EDEC, c'est donc finalement un outil partenarial qui permet de nouer une relation finalement de projet entre l'État, le ministère du Travail et les branches, les organisations professionnelles. Donc, en l'occurrence, et qui permet de travailler sur des problématiques d'emploi et de compétences, comme son nom l'indique, variées pour essayer de mutualiser, de cristalliser à la fois les éléments de diagnostic et les outils qui permettent ensuite de diffuser dans l'ensemble des entreprises d'un secteur, et là en l'occurrence de manière interprofessionnelle, les résultats qui ont été travaillés. Donc cet EDEC IA, qui a été renommé Perspective IA, nous l'avons proposé, donc nous l'avons partagé en 2018 avec le MEDEF. Donc son enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, il est double. Le premier, c'est d'identifier de manière assez précise et documentée, avec des cas concrets d'entreprise, ce que sont les impacts de l'IA sur les différents sujets que nous avons abordés, l'usage de l'IA, la manière dont l'organisation du travail est impactée, ce que ça veut dire sur le travail des salariés, et puis aussi de se poser des questions sur finalement les bonnes méthodes, les bons modèles pour déployer l'IA dans les entreprises. Un EDEC, c'est un outil qui a aussi une forte vocation de partage. Un outil de recherche, c'est aussi un outil qui a une forte vocation de partage. Pour vous donner un exemple, je parlais tout à l'heure de l'EDEC expérimental qui a précédé cet EDEC Perspective IA dans les Hauts-de-France. Il a permis d'identifier un élément très important pour réussir
une démarche IA, c'est d'identifier une fonction de chef de projet IA et de considérer que compte tenu des différentes dimensions qui ont été partagées depuis tout à l'heure dans la discussion, qui sont finalement assez variées et qui touchent à des sujets assez complexes, le travail au quotidien, l'organisation du travail, le management, la nécessité d'avoir un chef de projet IA et donc de définir de manière assez concrète, et c'est ce qui est en train d'être fait dans les Hauts-de-France, ce que sont les compétences attendues d'un chef de projet IA dans une entreprise, a été identifié comme un élément. Puis le deuxième aspect de cet EDEC, donc je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est de travailler sur des cas d'usage concrets dans un certain nombre d'entreprises pour finalement identifier ce que ça veut dire concrètement en situation dans des entreprises qui ont des enjeux économiques, des enjeux de production assez différents, de mobiliser l'IA et ce que ça veut dire en termes finalement de réunir les conditions de réussite de l'IA. Et donc, il y a des cas très différents. Il y a 15 cas d'usage qui sont aujourd'hui documentés dans le champ de la santé, avec un hôpital en matière de détection de pathologies. On sait que le champ de la santé est un champ probablement prioritaire pour que prospère ce sujet dans les années qui viennent. Des sujets dans un sujet complètement différent que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le sujet du tri et du contrôle de la qualité des œufs. Là aussi, une entreprise qui s'est engagée dans un projet en la matière, et puis des problématiques plus liées on en a parlé tout à l'heure, à des fonctions tertiaires en matière de facturation, en matière de traitement des demandes clients. Donc, toute une série de cas d'usage qui vont permettre d'affiner de manière assez précise et illustrative ce que sont les différents leviers à mobiliser pour réussir un projet d'implémentation de l'IA dans une entreprise. Et le deuxième aspect, je pense qui est important, je le redis, mais c'est qu'à partir de ces cas concrets d'entreprise, et je crois que c'est un des enjeux que porte fortement le MEDEF, c'est aussi d'être capable après de convaincre et donc de disposer de cas packagés qui permettent de convaincre d'autres entreprises et de finalement partir de cette bibliothèque de situations pour aller finalement montrer concrètement ce que ça apporte et montrer aussi comment on peut le faire. Voilà, donc un EDEC, c'est un outil qui est très tourné vers l'opérationnel, qui est un outil profondément partenarial. Et j'ai l'impression que Madame Ogli est de retour et va pouvoir prolonger mon propos. Oui, tout à fait. Marie-Christine Ogli, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, enfin j'espère. C'est formidable. Cette fois, ça marche. Finalement, c'est le téléphone qui marche. Alors, oui, les bonnes vieilles technologies. Tout à fait. Alors, pour quelqu'un qui est depuis 30 ans dans la simulation numérique, on appelle ça, nous, habituellement, l'effet démo, puisque je suis dans le logiciel et c'est souvent ce qui se passe. Depuis ce matin, j'enchaîne les visios, j'ai eu aucun problème et je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, c'est sur le réseau. Voilà. Oui, c'est un petit peu ça reste le point faible malgré tout. Que voulez-vous? Dans 10 ans, la REF 2030 sera formidable, vous verrez. On sera tous en réalité virtuelle. Et on n'aura aucun problème de connexion, ni de son, ni de quoi que ce soit. Alors, écoutez, on est ravis de pouvoir vous donner la parole, Marie-Christine Ogli, sur toutes ces transformations qui attendent les entreprises du fait de l'IA, l'EDEC également. Je vous en prie, je pense que vous avez la parole. Alors, je pense que beaucoup de choses ont été dites et tant mieux. De toute façon, on travaille en équipe et c'est ça qui est important au niveau de l'IA dans ce projet avec la DGEFP et avec les partenaires sociaux. En fait, depuis la création de cet événement numérique, chaque année, on consacre toujours au moins une séquence à cette thématique parce que je crois qu'elle nécessite une pédagogie constante et c'est un moyen de faire le point sur les travaux en cours. Là, j'entendais tout de suite que vous étiez en train de parler de l'EDEC. C'est vrai que je pensais conclure sur ce sujet, mais je vais être assez rapide puisque de toute façon, j'ai perdu pas mal de temps là. Depuis tout à l'heure. On a connu depuis les années 80-90, les entreprises ont connu des vagues successives d'innovation technologique qui impactent plus ou moins leur organisation et que ce soit dans n'importe quel secteur, dans toute taille d'entreprise. J'ai entendu tout à l'heure, on en a un peu parlé, mais la bureautique, la robotisation, tout ce qui est relations clients, la fabrication additive que tout le monde connaît plutôt sous le nom d'impression 3D, l'IoT, les véhicules autonomes, le jumeau numérique en ce qui me concerne, par exemple, puisque c'est mon domaine. Et je dois dire que j'ai eu la chance de les vivre souvent de l'intérieur et même d'être acteur de ces évolutions qui sont sans doute, je le crois, le saut le plus important après la première révolution industrielle.
L'intelligence artificielle, ce n'est pas une technologie à part, on la retrouve dans de nombreux secteurs. Là aussi, je l'ai entendu tout à l'heure, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans l'industrie ou dans notre vie de tous les jours. On estime qu'en Europe, le potentiel de développement de valeur grâce à l'intégration de l'IA dans les entreprises, en tenant compte bien sûr de leur maturité digitale, est de 2,7 trillions d'euros d'ici 2030. C'est l'étude de McKinsey de 2017, Artificial Intelligence, the Next Digital Frontier. C'est aussi sur le plan macroéconomique un moyen pour nos entreprises de rester dans la course et de mieux maîtriser l'incertitude, mieux connaître les besoins des clients, appréhender les défaillances de l'appareil productif, mais aussi les produits et des services plus économes en énergie notamment. Ça a été un des thèmes de la journée, hein, le numérique ou l'écologie, faut-il vraiment choisir ? Pour moi, la réponse est non. Le numérique peut grandement contribuer à une production plus efficace et moins polluante. C'est aussi un vecteur d'amélioration des conditions de travail, au sens où elle permet de supprimer je dirais toutes les tâches pénibles, répétitives et routinières, qu'elles soient manuelles ou cognitives, au niveau de certains types de salariés. Elle permet aussi d'avancer dans beaucoup de domaines. Et là, on le voit avec la pandémie et la recherche de vaccins et de médicaments pour traiter la Covid. Les tests au niveau des vaccins, une partie est faite grâce à l'IA, ce qui a permis d'accélérer les processus de développement et de tests. Donc, c'est une... En revanche, il y a l'intelligence artificielle ne sera a priori d'aucun recours pour remplacer les tâches, et tant mieux, qui requièrent une intelligence sociale. Par exemple, l'appréciation de contextes changeants où la relation humaine a une forte influence, et où toutes sortes d'intelligence créative où on a besoin de l'humain, et a priori l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer ce que font les humains. Bien sûr, j'ai entendu aussi, on a parlé de Schumpeter, de l'intelligence artificielle qui risque de détruire des emplois. Mais en fait, on est revenu sur les études où on disait qu'il y aurait plus de 40% d'emplois détruits. En fait, il y aura des emplois qui se transforment, mais pas forcément une destruction des emplois. Et on estime aujourd'hui, enfin c'est toujours l'étude de McKinsey, que 5% des emplois pourraient à terme être entièrement automatisés, mais que 60% des métiers actuels verront 30% de leurs activités automatisées d'ici 2030. Donc, ce qui nous laisse un peu de temps pour l'adaptation, par la formation notamment, de tous les salariés qui peuvent être concernés, impactés par l'intelligence artificielle. Il est certain que ça demande une vigilance particulière des dirigeants. Il faut adapter les compétences des salariés, mais également au niveau des recrutements des nouveaux métiers, métiers qui changent très rapidement. Mais c'est aussi une opportunité pour faire monter en gamme, d'une part, notre économie, mais de permettre aussi à des gens pour qui, je dirais, l'appréhension classique du métier n'est pas forcément quelque chose de motivant. Mais à travers ce qu'apporte l'intelligence artificielle, ça peut tout à fait leur donner une nouvelle motivation. Alors, le savoir français est reconnu déjà dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est dans le domaine des jeux vidéo, par exemple, les films d'animation. Les Américains sollicitent les Français pour la réalisation de films d'animation, mais également la réalité virtuelle. Donc, on a d'excellentes formations, je dirais formations de base,
et que l'on peut compléter, bien entendu, avec des formations spécifiques. Et c'est là où, je dirais, nous, en tant que partenaires sociaux, on peut aussi accompagner nos salariés au niveau des réorientations. Mais que ce soit la formation initiale que la formation continue, les besoins sont permanents et sont particulièrement évolutifs. Donc, nous devons aussi apprendre à appréhender l'IA comme un facteur d'inclusion, parce qu'elle n'est que le prolongement des hommes et des femmes qui sont derrière, les concepteurs, les programmeurs, les ingénieurs. Donc, nous sommes là devant un vrai défi RH, qui est de recruter des profils représentatifs aussi de la diversité. Pas seulement du genre, mais avec, je dirais, ma casquette de femme chef d'entreprise mondiale, ou de présidente de cette association, je suis très attentive à l'inclusion des femmes dans le monde du numérique, où les femmes sont encore beaucoup trop absentes. Et on associe souvent les femmes avec l'éthique. Donc, c'est un véritable défi éthique qui peut interroger les approches d'orientation des jeunes vers les métiers du numérique et vers l'IA en particulier. Et c'est un véritable enjeu d'encourager les jeunes filles vers ces métiers qui sont des métiers porteurs d'avenir. Alors, je vous ai dit que moi, j'ai commencé il y a 30 ans dans le domaine du numérique. C'était balbutiant. J'ai vu toutes les évolutions depuis. C'est un enjeu formidable et qui me motive toujours. Et je dis quelquefois, quand on voit un métier de programmeur et de créer quelque chose en développant au niveau de l'IA, c'est quelque chose qui reste très... peut-être un rêve pour moi, mais pourquoi pas. Dans quelques années, j'aurai beaucoup de temps devant moi. Je pourrai toujours m'y atteler. Donc, il ne faut surtout pas qu'on se laisse distancer. Et pour ça, ce qui est extrêmement important, c'est d'identifier les compétences nécessaires et de permettre, par la formation, de développer les compétences et de développer les métiers de demain. Donc, le MEDEF a lancé un certain nombre de travaux et d'initiatives dans le domaine des compétences digitales. Donc, j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est Bruno Lucas qui en parlait, la coalition française e-Skills and Jobs, qui est une coalition d'acteurs privés publics de nature complémentaire, donc avec les ministères, les fédérations professionnelles, les différentes entreprises, les établissements d'enseignants, etc., qui tous œuvrent pour développer l'appétence de l'appropriation par tous les publics. Bien sûr, on pense aux jeunes, mais également les salariés, les dirigeants et les managers, et les non-actifs, mais aussi les seniors. Leur permettre de développer des compétences digitales, alors qu'elles soient de base ou qu'elles soient dites expertes. Le défi de cette coalition, c'est de faire en sorte que personne n'aborde l'avenir sans avoir acquis un socle de compétences vitales dans le numérique. Alors, il s'agira aussi de pouvoir attirer plus de personnes vers ces métiers du futur, et qui sont aujourd'hui en France comme dans le monde des métiers en tension. On estime qu'il y a 700 000 postes dans le digital qui sont actuellement à pourvoir en Europe. Donc, c'est dans ce cadre que les actions ont été déployées par la coalition, donc, qui a vu le jour avec le projet d'EDEC IA, qui a été renommé Perspective IA, proposé par la DGEFP au MEDEF en 2018. Il s'agit donc pour le MEDEF de piloter la coalition et le ministère du Travail et de l'Emploi d'unir leurs forces pour mieux décrypter dans un premier temps et déployer ensuite largement l'intégration des technologies de l'IA dans l'entreprise, et avec une démarche qui est anglée sur les compétences et les transformations organisationnelles et managériales. Et la période que l'on connaît en ce moment avec le télétravail, l'utilisation des outils, et des outils qui parfois nous font défaut, comme ce soir,
il est important de savoir de maîtriser ces compétences digitales, et tout en les maîtrisant, on peut se faire piéger. Donc, c'est d'autant plus rageant, je peux vous le dire. Donc, nous croyons vraiment à la force du témoignage et à l'efficacité du partage d'expériences, bien plus qu'aux grandes leçons. Il faut être pragmatique, et c'est ce qu'attendent, je crois, aujourd'hui nos concitoyens, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Donc, aujourd'hui, nous lançons comme premier livrable de CETEDEC un site internet de conseils, de témoignages, de décryptage, de cas d'usage très concrets et de partage de bonnes pratiques que l'on appelle donc Perspective IA. Que le site, c'est www.perspective-ia.fr, mais je pense que vous le verrez tout à l'heure. Et je vous propose de regarder la petite animation vidéo qui présente ce site. C'est parti. Voilà, Perspective IA, perspectiveia.fr. Bien écoutez, c'est un excellent point final à la fois pour cette table ronde et puis pour cette journée tout entière. Je vous remercie tous les quatre, Marie-Christine Ogli, Nicolas Blanc, Bruno Lucas, Nicolas Hamar. Merci d'avoir participé malgré les petits soucis techniques, mais pas si gênant que ça. Je suis absolument furieuse. Il n'y a aucun problème parce qu'on a pu malgré tout et finalement vous entendre, et c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, remerciements également aux équipes techniques de Creative Spirit et Video Facilities qui ont assuré toute cette journée. Cette journée, eh bien, c'était quand même 7 heures de vidéo, 7 heures d'émission, 36 intervenants dans différents coins d'Europe, à Paris, en Bretagne, en Suisse, en Corse, etc. Voilà, on était ravis de passer cette journée avec vous. Bien évidemment, si vous n'avez pas pu tout suivre ou si vous avez pris le train en marche, eh bien, sachez qu'un replay en intégrale et ensuite thématique par thématique sera disponible sur le site laref.org. Merci à tous. Très bonne, en espérant que surtout que tout ce qui a pu se dire aujourd'hui, eh bien, vous aura aidé à avancer, à réfléchir, à voir comment concilier à la fois développement numérique et impératifs environnementaux. On a essayé de vous montrer que l'un n'était pas forcément l'ennemi de l'autre, même si certaines difficultés persistaient. C'est la fin de cette RefNum 2020. J'ai été très heureux de l'animer et je vous dis surtout bon travail, vous qui allez maintenant vous remettre au travail pour implémenter, espérons-le, toutes ces bonnes résolutions. Et rendez-vous peut-être à l'année prochaine pour la RefNum 2021. À bientôt.